Ouais, salut les amis. Encore du bout. Sortez. La RHDP met feu sur le processus de Gbagbo Koné. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français. Courage, Bonsoir. Courage, c'est la vertu des temps difficiles. Nous allons combattre et nous allons gagner. Merci. Bon, on vient d'écouter l'avocat de Souleymane Koné. Permettez-moi que je puisse me connecter ici pour ceux qui sont sur TikTok. Aïe. Permettez-moi, donnez-moi un instant. On vient d'écouter... ok. On va aller ici. Un instant. Je vais sur TikTok pour qu'on puisse se parler. Voilà, pour ceux qui sont ici. TikTok, si c'est compliqué, là, je coupe direct. Si je n'ai pas venir me casser la tête, donc ça me doit parler nouchi dessus. Et puis ça va venir me fatiguer. Je suis revenu, je ne retrouve pas ce que je viens de lancer là. Donc on part. Très bien. Mes chers amis. Voilà. Bienvenue, je suis Gouzana Ounou. Je voulais rapidement, on va se prononcer suite à la déclaration de l'avocat du frère Souleymane Koné. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué en deux phases. Pour moi, cette procédure se devrait en deux phases parce que ce sont des procédures complexes et délicates où il faut avoir de la subtilité. Je dis, moi, je suis citoyenne. J'ai conseillé plusieurs personnes de la diaspora qui ont été dans ces mêmes difficultés. La procédure, une fois qu'on est en centre de rétention, la procédure est complexe. Donc, il faut défendre ton client avec subtilité. Et c'est pour ça que j'ai écrit, la procédure se fait en deux phases. Donc, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit hier. La procédure se fait en deux phases. D'abord, je l'ai dit, il faut avoir un avocat spécialisé dans ce genre de procédure. Parce que c'est le barreau d'avocat, ce sont des spécialités. C'est comme les médecins. Il y a le médecin généraliste et puis il y a le médecin des spécialités. Si tu as médecin, tout ce qui est arthrose, c'est pas le généraliste qui va te soulager vraiment. Il peut essayer de soulager un peu, mais c'est pas lui qui va te donner le remède qu'il faut pour l'arthrose. Si tu as tu as des problèmes d'yeux, tu dois avoir l'ophtalmologue. Quand il y a une urgence, tu peux aller, le généraliste va essayer de calmer. Mais après, il va t'envoyer vers l'ophtalmologue. Donc, c'est comme ça aussi le barreau d'avocat. Il y a des spécialités. Et donc, dans ce genre de procédure, généralement, c'est par spécialité, parce qu'il y a des rouages dans la procédure. Il y a des rouages. C'est pour ça hier, je parlais de deux étapes. La première étape, c'est que tu dois sortir ton client de la rétention. C'est ce qui est la première étape. Parce que c'est ce qui est important d'abord. Comment sortir ton client de là? C'est la première. Moi, je suis pas juge, hein, je suis pas juriste, je suis pas avocate. J'ai dit que c'est question de conseil. Je savais que toi, tu allais venir me dire que tu as un truc de... comme quoi d'aide. Pardonnez un instant. Hein. Lui, là, il veut jouer à ce jeu-là. Et bon, genre... Vraiment, c'est pas possible. Bon, donc tu vas venir te pencher comme ça là. Attends, on peut faire ça. Ok, donc il y a toujours deux étapes. La première étape, c'est de sortir ton client de la détention. Ça, c'est la première étape. Donc, tu vas faire quoi? C'est le devant les juges des libertés. C'est pour qu'on parle de liberté. Pour pouvoir mettre ton client à l'abri de la détention. Une détention, c'est bon. C'est pas une prison dorée non plus, c'est une prison, mais qui n'est pas une prison comme les autres prisons. Tu peux te laver, tu peux passer des coups de fil, tu peux avoir quelques visites.
Bref, mais c'est pas vraiment pas intéressant de se retrouver dans des conditions, surtout quand tu as un chez toi et que tu te retrouves entre quatre murs, c'est aussi une prison. Mais c'est le temps de te sortir du territoire, de partir du territoire. Or, hier, selon les dits de l'avocat, Souleymane Koné aurait bénéficié, parce qu'il faut comprendre, hein, il y a ça. Il y a deux procédures. Il y a deux procédures. Il y a la liberté d'assignation à résidence, ça veut dire permettre à Souleymane Koné de partir chez lui à la maison, de préparer lui-même sa valise, de rentrer dans son pays d'origine ou le pays qu'il a choisi, de partir là-bas dignement. Ça, c'est son droit, c'est une liberté, c'est son droit. Donc, le juge de liberté accorde ce droit, dit, ok, oui, tu dis, tu veux rentrer librement, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième procédure, là, c'est quand ton client sort de là, que tu l'enclenches, qui est l'annulation de l'OQTF. Parce que tant que ton client, il est en centre de rétention, c'est là le rouage, faut jamais enclencher l'annulation de l'OQTF. Parce que si tu enclenches l'annulation de l'OQTF, le procureur peut dire que lui, il refuse. Et puis ça va repartir encore à zéro. Vous allez recommencer encore la procédure. Parce que le fait qu'on t'a accordé la liberté, pas la liberté d'ailleurs, l'assignation à résidence, parce que tu as donné des gages que tu vas respecter la décision du juge. La décision du juge, c'est oui, j'accepte, j'accepte, je m'oppose pas à la décision de quitter le territoire français, mais je veux quitter le territoire français dans la dignité. C'est pour ça que le juge de liberté va t'accorder la liberté d'aller préparer tes valises pour toi-même organiser ton départ pour quitter le territoire français. Je ne sais pas si c'est... Vraiment, je ne connais pas, je l'ai dit, dans le dossier de M. Souleymane Koné, je n'ai pas les éléments, à part ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Mais très sincèrement, chacun dit ce qu'il veut, tout et n'importe quoi. Ils sont là-bas, l'autre dit l'autre dit l'autre. Il y a tellement de versions qu'il faut rester sur la version selon les éléments que l'avocat donne. Moi, je peux me baser sur la version de l'avocat et puis donner mon analyse simplement, mais ce n'est pas un jugement. Je donne juste mon analyse sur la version de son avocat. Donc, l'assignation à résidence, c'est le juge des libertés qui accorde l'assignation à résidence. Le procureur de la République, on peut dire, le procureur a le droit, comme l'a dit l'avocat de M. Souleymane Koné, le procureur a le droit de faire appel à la décision du juge. Mais il faut toujours expliquer quelles sont les motivations, parce que c'est là où toujours il y a une incompréhension. Depuis le début de cette affaire, je dis, avant d'arriver au commissariat, pour qu'on dise, le jeune frère n'a pas de papier, et en situation irrégulière, il y a d'abord un motif de son arrestation. Donc déjà, comprendre le motif de l'arrestation, pourquoi il a été arrêté, dans quelles conditions, dans quel contexte il a été arrêté, c'est dans une bagarre, c'est dans une discussion, il s'est retrouvé au mauvais moment où il y avait la BAC qui passait, et puis il y a eu des choses, et puis malheureusement, donc il y a plein de choses, moi je n'ai pas envie d'imaginer ce qui, mais il y a un motif. Ensuite, le motif là, on t'amène au commissariat et puis on découvre que tu es en situation irrégulière. Donc à ce motif va s'ajouter la situation irrégulière. Donc ton avocat va venir plaider ton cas pour dire, oui ok, mon client est en situation irrégulière effectivement, mais il n'est pas régularisé, mais il a fait les démarches pour sa régulation. Mais tant que tu n'as pas le récépissé de dire que on a ton dossier, tu as ainsi de suite. Voilà le récépissé de 3 mois, le temps de préparation de ton titre de séjour, tu es toujours en situation irrégulière. Parce que tant que tu n'as pas le récépissé, le petit carton là dans la main, tu es en situation irrégulière. Même si tu as mis ta volonté, tu as envoyé les documents, si tu as rendez-vous à la préfecture, oui, tu as envoyé, on a compris, mais tu es en situation irrégulière. C'est pour ça, son avocat, certainement, a dit, mon client, il souhaite que son client soit assigné à résident le temps de quitter. Parce que c'est ça, hein. Parce que si tu n'es pas en situation irrégulière, le juge de liberté ne va pas te demander de quitter le territoire. Je veux qu'on soit beaucoup plus précis, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique, ça ne m'intéresse vraiment pas dans la polémique, et je ne me réjouis vraiment pas du malheur des uns et des autres. Alors là, loin de moi, je ne me réjouis vraiment pas.
Pour ceux qui me connaissent, vraiment, je ne me réjouis. Même mon pire ennemi, je ne me réjouis pas de son malheur. Moi, c'est pas mon éducation, c'est pas ma vision, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je me réjouis vraiment pas du malheur des gens. Ça, vraiment, j'ai pris le bon Dieu tous les jours pour dire, garde-moi encore, je sais que j'ai péché, je sais que je pêche, je sais que j'ai péché, mais ce côté-là, Seigneur, pardon, garde ça en moi, ce côté de ne pas me réjouir du malheur des autres. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, je reprends pour dire que, Balou, bonsoir, pour dire que, si M. Suleiman Koné était en situation régulière, il n'allait pas avoir d'assignation à résident le temps qu'il prépare ses valises pour quitter le territoire français. Donc, il faudrait que les gens arrêtent un peu voilà, vous savez, quand vous avez un frère qui est dans des difficultés, concentrez-vous vraiment sur comment vous pouvez être utile, mais vraiment utile pour l'aider. Mais ne soyez pas nuisible, parce que si vous êtes nuisible, vous pouvez par votre comportement aggraver le cas de votre frère. C'est là que je veux attirer l'attention. C'est pour ça que j'ai repris la déclaration de son avocat qui a parlé de l'article 743-22 et de l'article 743-12. C'est sur ces deux articles de loi on va s'entretenir. Donc, je reviens à dire, il y a deux étapes. Quand tu as ton client qui est dans des situations comme ça, la première des choses, c'est-à-dire que la première instruction, faut pas chercher même l'annulation ou pas tu cherches la résidence, assignation à résidence. Tout ce que tu dois faire, c'est assignation à résidence. Donc, tu amènes tous les éléments pour qu'il soit assigné à résidence. Une fois qu'il est assigné à résidence, qu'il sort de la détention, tu as 7 jours pour faire un recours d'annulation de l'OQTF, donc de l'obligation de quitter le territoire. Pourquoi? Parce que le procureur, c'est celui qui représente l'État. L'État, c'est pas le chef de l'État. Contrairement à ce que les fantasmes que les gens racontent, l'État, c'est pas le chef de l'État. C'est les institutions, c'est la police, c'est la préfecture, c'est l'administration, c'est ça l'État. C'est tout ça qui est l'État. Donc le procureur, dans ce dossier, lui, il représente la police et la préfecture. Puisque le frère, je dis Laurent Gbagbo, pourquoi je l'appelle Laurent Gbagbo d'ailleurs? Le frère Gbagbo Koné, ma grande sœur Chanel, là je t'embrasse, le frère Gbagbo Koné a été arrêté par la police et ensuite a été remis, et en plus c'est sur la décision du préfet du département là où il a été arrêté, qui a demandé, qui a décrété l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire. Donc le procureur ici, lui, il représente la police, la gendarmerie ou même la préfecture. Donc c'est celui-là que le procureur représente. Donc le procureur dit, il se base sur quoi? Je ne sais pas ce qui est dans le dossier du jeune frère. Le procureur, selon les dires de son avocat, le procureur dit, lui, il demande l'annulation de l'assignation à résidence. Donc, forcément, quand vous voyez l'avocat, posez-lui la question, quelles sont les motivations? Parce que les motivations réelles, parce que quand le procureur demande l'annulation de l'assignation à résidence, il motive ça, il y a des motivations. Les motivations, c'est les éléments qui étayent, lui, sa volonté. C'est ça qu'on appelle, ses motivations. Parce que quand un procureur dit, dans une cour, le juge a jugé, il demande toujours au procureur s'il a quelque chose à ajouter. Parce que sachez que les juges et les procureurs travaillent ensemble. Donc, il va demander au procureur s'il a quelque chose à dire. Le procureur peut dire, très bien, je n'ai rien à dire, votre décision, je vais acter la décision. Et en ce moment-là, c'est bon. Mais le procureur peut dire, je ne suis pas d'accord, je souhaite que, et puis il motive ça. Donc, demandez à l'avocat quelles sont les motivations réelles du procureur. Parce que, moi, quand j'entends les gens dire, par exemple, ah oui, il y a la main noire, il y a la main noire, je pense que le jeune frère est vraiment dans les cordes. Et donc, les mains noires, les mains grises, les cols bleus, les cols blanches, vraiment, concentrez-vous, quoi. Concentrez-vous. Si vous ne pouvez pas vous concentrer, priez pour lui. Parce que le gars, il est dans la merde. Autant pour moi, pas de gros mots. Donc, vraiment, concentrez-vous. Donc, on va lire ici les deux articles de la loi que son avocat a cités. L'article 700...
43-22. Que dit cet article de loi? C'est sur ça on va comprendre les motivations. Parce que quand on cite l'article de loi, c'est ce qui motive le procureur. Donc, on va comprendre les motivations du procureur dans cet article de loi. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation effective ou en cas de menace, je reprends, ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Je reprends cette phrase et chacun peut imaginer ce qui peut motiver le procureur à faire appel. Je reprends. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation effective ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garantie de représentation effective ou à la menace grave pour l'ordre public. Et transmet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public par une ordonnance motivée, rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Là, c'est pas joli. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue. Et si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au précédent article, l'appel interne, bon ça je n'ai pas besoin de vous dire ça, on revient à l'article, par contre l'intéressé, l'étranger comme on le nomme, a eu 2 heures pour, au lieu de 4 heures. 2 heures au lieu de 4 heures, parce que j'en dis 4 heures dans la vidéo, mais je sais que c'est 2 heures au lieu de 4 heures. Bref. Article 743-12. Lorsque le ministère, cité dans la déclaration de l'avocat, donc je reprends les articles cités dans la déclaration de l'avocat, lorsque le ministère public attend sollicité du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel immédiatement et par tous les moyens à l'autorité administrative, à l'étranger lui-même et le cas échéant à son avocat qui en accuse réception. Donc, ce qu'a fait l'avocat de M. Suleiman Kone, il accusait réception de la notification. La notification mentionne que les observations en réponse à la demande de la déclaration d'appel
suspensifs peuvent être transmises par tous les moyens au président ou à son délégué dans un délai de 2 heures. Donc, je reprends, la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel peuvent être transmises par tous les moyens au premier président ou à son délégué dans un délai de 2 heures. Donc, l'appel, la déclaration d'appel suspensif a été motivée. Donc, quand vous allez voir soit l'avocat, pour que vous aussi, vous puissiez informer au mieux vos compatriotes, demandez à l'avocat quelles sont les motivations du procureur. Parce que ici, l'article 743-22 dit, le procureur peut motiver l'appel à suspension sur 2 cas. Je reprends. L'article 743-22 dit, le procureur peut motiver sa déclaration d'appel à suspensif sur 2 cas. Quels sont les 2 cas? Si l'intéressé, c'est-à-dire si l'étranger n'a pas suffisamment de preuves, n'a pas apporté suffisamment de garanties pour rester à domicile, c'est-à-dire le temps qu'il puisse préparer son voyage pour partir dans son pays d'origine ou dans le pays qu'il aurait choisi. Si il n'a pas suffisamment de garanties, les garanties, on le sait, c'est un logement fixe où tu dois être, où tu peux, et dans le département où tu dois être, dans ce même département, tu dois aller au commissariat 1 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend ou 4 fois par semaine, ça dépend de l'ordonnance, de la décision du juge. L'adresse, un numéro de téléphone où tu es joignable, ta présence, il y a un périmètre que tu ne dois pas dépasser, tu es dans le département, tu ne dois pas sortir du département. Donc tout ça, ce sont on appelle les garanties. Si l'intéressé n'a pas envoyé suffisamment de garanties, le procureur peut dire, il n'a pas suffisamment de garanties, ou ces garanties ne sont pas convaincantes, je fais appel, je fais déclaration d'appel suspensif. Deuxième cas, le deuxième cas, si le procureur estime ou constate que l'intéressé, la détention à domicile. Regardez la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao.